Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de Haute-Loire, vous êtes le maire du Puy-en-Velay. Vous publiez un livre sur l'Europe. Europe, il faut tout changer. On va évidemment en parler. Vous connaissez les règles du jeu. On est ensemble jusqu'à 20h. Je vais d'abord vous interroger sur l'actualité politique. C'est ensuite Edwige Chevrillon qui viendra à cette table et avec qui vous parlerez beaucoup notamment d'Alstom et de la menace qui passe sur Alstom. Anna Cabana viendra ensuite, grand reporter au point, pour Laurent contre Wauquiez, voir évidemment la cohérence de votre parcours et vos éventuelles contradictions. On va commencer par Rome. Ce matin, Jean XXIII et Jean-Paul II étaient canonisés à Rome. Vous vous dites chrétien, vous êtes maire du Puy-en-Velay, qui est quand même un des hauts lieux de pèlerinage. Le fait que Jean-Paul II soit canonisé, est-ce que ça a du sens pour vous? Je trouve que les deux personnalités ensemble, elles ont un sens très fort. Elles incarnent pour moi deux valeurs. La première d'abord, c'est des êtres éminemment modernes, qui ont été très tournés vers l'avenir, et en même temps qui ont été capables de le faire en restant fidèles à leurs convictions et à leurs valeurs. Je trouve que c'est une très belle leçon. Vous le dites un peu comme si c'était un modèle, quoi. Non, je trouve que c'est une belle réflexion sur ce que peut être une personnalité. Et puis la deuxième chose, c'est deux personnalités qui ont pensé en dehors du cadre, qui ont à un moment été capables de changer les choses. Ça vaut pour Jean XXIII comme pour Jean-Paul II. Et là encore, je trouve que c'est une belle réflexion, pas juste pour les chrétiens, mais en soi, ce qui fait leur grandeur, c'est d'avoir été capable de changer. Au-delà de la question religieuse, vous estimez que ces deux personnalités qui, de ce point de vue-là, sont des modèles? Bien sûr, et qui en tout cas sont une belle source d'inspiration. Le Premier ministre Manuel Valls était présent à Rome. Est-ce que vous estimez que c'était sa place? Oui, c'est la place, parce que c'est un moment, c'est la place de la représentation de la France, de la République française, d'être présent sur un moment comme celui-là, qui est un moment important. Donc oui, bien sûr, je trouve que c'était sa place. Après, j'ai vu aussi ce qui s'est passé avec des sifflets qui Oui, je voudrais justement qu'on les réécoute, parce que effectivement, d'abord, il y a eu quand même cette question de est-ce que c'est sa place? Même politiquement, certains avaient estimé que c'était de la récupération, et on le voit là à l'écran, ces Français qui étaient présents sur la place devant l'ambassade de France et qui, lorsqu'ils ont vu l'image de Manuel Valls aux écrans, l'ont hué. Est-ce que vous estimez que vous pouvez comprendre ces exaspérations de certains Français qui étaient là-bas, des pèlerins français? J'approuve pas, parce que je pense que c'est un moment qui est un moment sacré, et donc c'est dommage qu'il puisse y avoir des sifflets dans un moment comme celui-là. Mais je comprends. Et je comprends pourquoi. Parce que Manuel Valls, au moment du mariage pour tous, comme ministre de l'Intérieur, a eu des paroles qui n'étaient pas acceptables. Il a injurié, il a agressé, il a fait preuve d'énormément de violence à l'égard de Français qui essayaient juste d'exprimer leurs valeurs et leurs convictions. Du coup, quand il va à Rome aujourd'hui, en disant justement j'y vais pour apaiser, vous trouvez ça hypocrite? Non, j'ai pas jugé ce qu'est la sincérité de ses convictions, et je me prononce pas sur Manuel Valls, je me prononce sur le fait que la République française soit représentée au Vatican dans un moment comme celui-là. Je considère ça comme étant légitime. Voilà, c'est tout. Ni plus, ni moins. Justement, sur l'Europe, vous publiez « Europe, il faut tout changer ». Et alors, vous n'y allez pas de main morte, hein. Vous y allez au bazooka, il ne faut pas juste un peu changer, il faut y aller à fond. Votre conviction, et vous l'écrivez, soit l'Europe change du tout au tout, soit elle est condamnée. Alors, résultat, à l'UMP, tout le monde est furieux. Alain Juppé dit que ce que vous proposez, je cite, c'est stupide. François Fillon vous accuse de sombrer dans la démagogie. Alain Lamassoure, qui est la tête de liste en Ile-de-France, dit que vous salissez le quinquennat de Nicolas Sarkozy. En fait, vous êtes seul, Laurent Wauquiez? D'abord, il ne vous a pas échappé qu'il y avait aussi des gens comme Henri Guénaud, comme Xavier Bertrand, 40 parlementaires. Alors, Xavier Bertrand, il dit qu'il ne vous approuve pas, hein, mais en tout cas, il ne critique pas. Voilà, que 40 parlementaires qui se sont prononcés. Quelle est la situation? Enfin, là, quand même, un certain nombre de ténors, oui, bien sûr, ils n'y vont pas. Quand Alain Juppé dit c'est stupide... Je vais vous répondre très clairement. Alors, allez-y, est-ce que vous êtes seul? D'abord, la première chose, ce que je n'accepte pas, c'est quand un débat d'idées en politique tourne à ce genre de qualificatifs et de querelles de personnes. On a l'impression que s'agissant d'Europe, il y a un moule unique de pensée, et que quiconque ose sortir du moule unique de pensée voit immédiatement tomber sur lui les 7 plaies d'Égypte et est accusé de toutes les calamités. Donc au sein de l'UMP, il y a une pensée unique? Non, c'est pas ce que je veux dire. Sur l'Europe, il y a une pensée unique globalement. Et de ce point de vue, ce qui me semble très important... c'est votre propre famille qui est quand même extrêmement critique. Je vais vous répondre. Cette pensée unique, elle est globalement dans toute la famille politique française. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'idées neuves. On est dans une période où et la France et l'Europe sont bloquées. On a besoin d'idées neuves. On a besoin de secouer un certain nombre d'idées reçues. On a besoin de mettre des nouvelles propositions sur la table. Et j'assume ça. J'assume le fait de dire je refuse de penser avec la même continuité, dans le même cadre. On est à 28, on continue à 28. On mène une politique de libre-échange pure et dure, très naïve. On continue avec la même chose. Je pense qu'on a besoin à un moment de rupture. On voit bien que ça ne va pas bien et donc il faut changer. Et puis la troisième, qui est un point quand même sur lequel je voulais répondre. Dans certaines de ces accusations, il y a eu des qualificatifs type populiste.
Alors ça, c'est Jean-François Copé. Jean-François Copé, il vous traite de populiste. Il dit, je cite, Laurent Wauquiez défend des positions populistes pour des raisons marketing. À cela, précisément, qu'est-ce que vous répondez? D'abord, je me méfie quand on sort ce type de qualificatif qu'on a tendance à sortir très vite. Je me souviens d'ailleurs d'une époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et il était qualifié à tort et à travers de populiste. Pourquoi est-ce que je me méfie de ça? Parce que je pense que c'est une vraie erreur dans la conception de ce qu'est la politique. En gros, ça revient à quoi? Ça revient à dire les élites savent, le peuple suit. C'est plus ça la politique aujourd'hui. Ça ne peut plus être ça. Les gens ont envie d'être écoutés. Ils ont besoin qu'on entende aussi leurs propositions, leurs idées, ce qu'ils ressentent. Les Français ne sont pas des imbéciles. Et sortir ce qualificatif populiste comme ça, à tort et à travers, est une profonde erreur sur ce que doit être la politique aujourd'hui. Ça vous a blessé que Jean-François Copé vous traite de populiste? Non, ce qui me blesse surtout, et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi c'est si difficile visiblement d'accepter le débat. Moi, je fais de la politique pour le débat d'idées. Je fais de la politique pour qu'on puisse mettre des propositions, qu'on en discute. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est normal. Mais il n'y a pas d'anathème, il n'y a pas d'oukase. Certains estiment que ce débat, vous avez voulu ouvertement le vivre de manière totalement personnelle, notamment sur cette question du comité de pilotage sur l'Europe. Il y a eu un comité de pilotage sur l'Europe qui s'est réuni 8 fois à l'UMP. Certains y ont été, comme Bruno Le Maire, comme Xavier Bertrand, pour décider ensemble de la ligne que l'UMP allait défendre pour les européennes. Vous n'y avez jamais mis vos pieds. Est-ce que, du coup, c'est pas un peu facile de critiquer de l'extérieur? Alors, d'abord, c'est un comité de pilotage qui était un comité de pilotage auquel on a apporté nos contributions. Mais physiquement, vous n'y avez pas été? J'ai envoyé mes contributions au comité de pilotage. On avait des représentants de notre sensibilité au sein de l'UMP qui étaient à ce comité de pilotage. Alain Juppé n'y est pas allé non plus. Quelqu'un comme François Fillon n'y est pas allé. Donc juste, c'est un comité de préparation. Après, on a eu un débat. Mais puisque vous avez des convictions fortes visiblement sur l'Europe et qui ne sont pas forcément celles de votre famille, est-ce qu'il ne fallait pas aller en discuter aussi d'abord entre vous? Apolline de Malherbe, le moment où il y a eu un débat politique, c'était il y a à peu près 3 semaines, même pas. C'est le seul moment où on s'est vraiment posé autour de la table avec François Fillon, avec Alain Juppé, avec Jean-François Copé. Et oui, il y a des vraies différences de sensibilité que je ne camoufle pas. Ce que je regrette personnellement, c'est qu'on a passé beaucoup de temps sur le casting, sur les choix de personnalité, trop peu ensemble, collectivement, pas juste dans un comité de pilotage dans une salle, mais collectivement sur ce débat d'idées en commun. C'est ça qui tue l'UMP? Ce décalage surtout, entre le travail sur les idées et le travail sur les personnes. Ce que je crois surtout, et ça c'est très important, l'opposition n'est pas faite que pour s'opposer. Et je me méfie d'une petite tentation qu'il peut y avoir de se dire au fond, la gauche échoue. Il suffit d'attendre que la gauche échoue. Ne prenons pas de risque. Et on cueillera les fruits quand ils tomberont. N'essayons pas de réfléchir à qu'est-ce qu'on a réussi et manqué au cours des 5 ans qui se sont écoulés. N'essayons pas de réfléchir aux idées neuves dont a besoin le pays. Juste, au fond, attendons leur échec. C'est comme ça qu'on arrive ensuite avec des présidents comme François Hollande, qui n'ont pas travaillé les choses, qui n'ont pas de propositions concrètes et qui perdent du temps pendant 2 à 3 ans. Il n'était pas prêt, François Hollande, et vous avez peur que vous-même, vous ne le soyez pas à nouveau? Ma bataille, c'est surtout que la droite et le centre réfléchissent bien, qu'ils mettent en place un programme clair, qu'on arbitre aussi les différences entre nous. Parce qu'il y en a. Ma sensibilité européenne n'est sans doute pas la même, c'est clair. C'est visiblement assez évident. Mais je l'assume. Ouais. Ma sensibilité européenne n'est sans doute pas la même qu'Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Raison de plus pour en débattre. Et ça ne se soldera pas juste sur l'élection européenne. On ne va pas, à l'occasion de cette élection européenne, trancher une fois pour toutes ce qu'est notre conception de l'Europe sur les 50 ans à venir. Jean-Pierre Raffarin a été très dur. Il a dit que vous faisiez du Le Pen. Alors justement, on a regardé, effectivement, il y a un certain nombre d'idées que défend Marine Le Pen, que vous défendez aussi. Je voudrais qu'on écoute. Le fait de sortir de Schengen nous permet juste de reprendre la maîtrise de notre politique d'immigration. La situation économique et sociale française exige l'arrêt de l'immigration. On est totalement naïf. C'est ce que je dénonce dans le livre, c'est une Europe qui offre son marché intérieur sur un plateau à tous les produits étrangers. Les Français sont pour un protectionnisme national. Alors c'est normal qu'ils votent pour les listes bleu marine. L'Europe s'est noyée dans un élargissement chaque année où on a petit à petit grossi et où on a perdu toute notre cohérence. Je veux casser ça. Et je veux dire, maintenant c'était une erreur, mais on corrige l'erreur. Depuis aussi le moment où le Front National n'a cessé de mettre les sujets européens au cœur du débat politique, progressivement l'Union européenne est devenue un projet critiqué, de plus en plus rejeté, ringard et maintenant clairement dépassé. Est-ce que vous faites du Le Pen? D'abord, pour moi, je ne me prononce pas par rapport à ça. Je me prononce par rapport à quoi? Je regarde le fonctionnement de l'Europe et je dis ce que je pense être la situation actuelle de l'Europe. Et si elle dit la même chose? Si Marine Le Pen peut partager certains points de diagnostic, si le PS partage certains points de diagnostic, si le Front de gauche partage certains points de diagnostic, tant mieux. Mais il y a un point sur lequel je veux être très clair. C'est qu'on a une grosse différence. Marine Le Pen dit « l'Europe ne marche plus, je veux le repli national ». Je pense que c'est une erreur. Parce que quand vous avez face à vous la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, le repli national n'est pas une option.
Moi je dis l'Europe ne marche plus, il faut changer l'Europe de fond en comble. Et Apolline de Malherbe, ce qui me frappe dans notre débat français, au fond depuis d'ailleurs le référendum sur Maastricht, c'est qu'on est enfermé entre une alternative. Soit on est pro-européen et on est sommé de défendre en gros tout ce que fait l'Europe. Soit on est eurosceptique et alors on est sur le repli national. Une sorte de juste équilibre. Et moi ce que je dis, je ne suis pas eurobéa. Je revendique la liberté d'une eurolucidité, qui consiste à dire Eurolucidité. Oui, je pense qu'il faut qu'on soit aujourd'hui eurolucide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit lucide sur le fait que les Français ne sont pas contre l'Europe. Ils sont contre la façon dont l'Europe a évolué depuis 20 ans. La question n'est pas est-ce que l'Europe? La question, c'est comment remettre l'Europe dans le bon chemin. Vous dites, si Marine Le Pen fait le même diagnostic que moi, mais il se trouve que Marine Le Pen, elle a fait ce diagnostic avant vous. C'est vous qui avez l'air d'être venu après elle, malgré tout. Non, parce que reste ce point majeur de différence. J'écoutais là les points de confrontation que vous disiez. Par exemple, elle plaide pour un protectionnisme national. Mais un protectionnisme national, ça n'a pas de sens pour moi. Un protectionnisme européen, ça a du sens. Et donc, il y a une différence majeure. Marine Le Pen plaide pour l'abandon de l'euro. Je pense qu'abandonner l'euro est une erreur majeure. Ça va aboutir pour chaque Français à des conséquences catastrophiques. Le plein d'essence coûtera plus cher. Vous êtes d'accord et d'autres, pas du tout. Sur le diagnostic, on peut partager, mais avec l'ensemble des forces politiques, tant mieux. S'il peut y avoir de temps en temps des points de consensus qui peuvent dépasser les clivages entre tous les partis politiques. Sur les propositions, moi ce que je dis, je ne suis ni pour le repli national, ni pour l'euro-béatitude. Il y a un autre chemin. Vous évoquiez à l'instant Henri Guénaud, qui effectivement partage beaucoup de ce dont vous parlez sur l'Europe depuis quelques semaines. Lui, il dit qu'il votera pas UMP. Est-ce que vous pourriez aussi être tenté de ne pas voter UMP aux européennes? Moi, je suis très clair. Je suis dans ma famille politique, je vote, et je voterai notamment dans ma circonscription. Donc vous voterez Brice Hortefeux, en l'occurrence, dans votre circonscription. Et je pense que dans notre famille politique... Sans état d'âme. Sans aucun état d'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnalités comme Brice Hortefeux, comme Rachida Dati, qui sont des gens qui auront cette capacité, je pense, à porter ce discours lucide sur l'Europe, comme Michel Alliot-Marie aussi. Et donc, je crois à cette possibilité-là, parce que je ne trouve nulle part ce mélange que j'attends, c'est-à-dire à la fois d'un diagnostic honnête et sincère sur les défaillances aujourd'hui de l'Europe, et en même temps une volonté de la changer. Alors concrètement, les défaillances, vous dites par exemple qu'il faudrait un retour à une Europe à 6. France, Allemagne, Belgique, Hollande, Italie et Espagne. Alors imaginons concrètement que vous veniez au pouvoir dans quelques années, comment vous allez faire? Est-ce que ça peut marcher votre truc? Alors, d'abord la première chose, pourquoi? L'Europe à 28, c'est trop de pays. Okay. Trop de pays différents, on n'arrive plus à décider ensemble. Quand vous avez d'un côté la Roumanie et de l'autre côté l'Allemagne, avec des écarts de salaire de 1 à 6, que vous faites la liberté de circulation, ça ne peut pas marcher. Ok, concrètement, on fait comment pour passer de 28 à 6? Ça, c'est le diagnostic. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on s'organise en 3 étages. On garde l'Europe à 28, dans laquelle on fait juste une zone d'échange économique. Souple, pas trop intégrée, mais dans lequel on préfère travailler ensemble plutôt qu'avec d'autres zones géoéconomiques. Deuxième étage. Le deuxième étage, c'est l'euro. L'euro, je pense qu'il faut le garder. On a besoin de garder ce qui nous a protégés dans cette période de spéculation et de grands dangers. Mais on voit bien avec l'euro, quand vous avez déjà des pays comme Chypre, Malte, la Slovaquie, l'Estonie, c'est déjà trop de pays pour arriver à construire des vraies politiques communes. Donc au niveau de l'euro, vous faites une convergence de vos politiques économiques, ni plus, ni moins. Ok, et le petit étage, à 6 ? Et le noyau dur. Ce qui est pour moi le moteur de l'Union européenne, celui sur lequel on peut vraiment construire des politiques communes, c'est ce noyau dur à 6. Comment est-ce que vous, Français, si vous arrivez au pouvoir, vous imposez ça aux autres? D'abord, la première chose, c'est qu'on ne l'impose pas. Et qu'aujourd'hui, la France n'est pas en position de le faire. Parce que, et là je veux être très clair, l'Europe... donc là-dessus, vous dites, c'est pas sûr que ça marche quand même. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord commencer par nettoyer les écuries en France. La France aujourd'hui n'est pas crédible au niveau de l'Europe parce qu'il y a tout un travail sur sa dépense publique, sur son économie, sur la gestion du social qui n'a pas été fait. La première chose, l'Europe doit se réformer, la France doit se réformer pour ensuite avoir une capacité d'entraînement au niveau européen. La deuxième chose ensuite, c'est qu'on propose. Il ne s'agit pas de faire une marche arrière. Il s'agit de proposer une étape nouvelle et de dire aux autres partenaires qui est d'accord pour avoir un noyau dur avec les mêmes règles fiscales, le même niveau d'impôt, les mêmes règles sociales. Donc on est moins nombreux mais plus intégrés. Exactement. Et du coup plus efficace. Mais parce que, pourquoi je fonde ce diagnostic? Moi je l'ai vu la négociation européenne. J'ai été ministre des Affaires européennes. J'ai vu ces séances où le matin, où vous commencez à 9h du matin, il y a 28 personnes autour de la table. La table est tellement grande, c'est ce que je raconte dans le livre, qu'il faut des écrans vidéo pour se voir les uns les autres. Chacun parle 3 minutes, personne ne rebondit, il n'y a pas d'échange, pas de discussion. Et on n'arrive pas à décider. 28, c'est trop. C'est pour ça que je veux remettre un moteur qui soit un moteur cohérent. Un point, vous dites par exemple que vous voulez exclure le Luxembourg, alors que votre parti, l'UMP, soutient, pour prendre la tête de la Commission, un Luxembourgeois, Jean-Claude Juncker. Vous faites comment? Lui, il pourrait... Du coup, c'est pas un bon candidat. Pour l'Europe à 28, c'est pas un problème. Pour le noyau dur, pourquoi c'est un problème?
Je viens de vous dire que je souhaite des mêmes niveaux d'impôts. Le Luxembourg est un paradis fiscal. C'est pas un État mafieux, ils font pas du blanchiment d'argent sale. C'est juste qu'il ne sera pas dans une union fiscale. C'est juste que leur niveau d'impôt est à 0, par exemple, sur les remontées de dividendes. Bon, si jamais on leur propose et qu'on leur dit est-ce que vous êtes d'accord pour avoir le même niveau d'impôt et qu'ils sont d'accord pour abandonner leur système fiscal, aucun souci. La porte n'est pas fermée. Mais tel que je vois aujourd'hui le diagnostic de ce qu'est le Luxembourg et son fonctionnement en termes de paradis fiscal, je ne crois pas au fait qu'ils puissent accepter ce changement. Quand on vous écoute, on comprend qu'effectivement, il y a un objectif, que vous n'êtes pas complètement sûr de l'atteindre, ou en tout cas à court terme. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le fait que vous proposiez quelque chose, mais sans être fondamentalement sûr que vous pourriez l'atteindre, c'est pas un problème? Je pense par exemple à la question du mariage pour tous. Vous avez un peu la même attitude là-dessus. Vous dites, on reviendra sur le mariage pour tous. Alors que la plupart des ténors de l'UMP aujourd'hui disent c'est impossible, c'est pas responsable. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de décalage? Vous voyez, ça fait combien de temps qu'on tient un discours en disant faut être responsable, faut pas de grande rupture, faut juste un petit coup de tournevis. Simplement pour que les Français puissent avoir confiance en vous, il faut qu'ils se disent oui, ce qu'il dit, il va le faire. Vous croyez qu'ils ont confiance? Vous croyez qu'ils ont confiance dans des politiques qui depuis 30 ans sortent les mêmes slogans sur l'Europe, qui depuis 30 ans répètent on va faire de l'harmonisation fiscale, on va lutter contre le dumping social? Depuis 30 ans, qu'est-ce qu'ils voient les Français? C'est qu'il y a exactement le même discours. Tout le monde tient le même en disant on est responsable et qu'à l'arrivée il n'y a rien qui change. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est arrivé à une telle situation de blocage qu'on a besoin d'idées neuves fortes. Peut-être que ce sera difficile à réaliser tout de suite, mais au moins ça trace un chemin. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu d'idées neuves fortes sur l'Europe? Delors était quelqu'un qui mettait des idées neuves. François Mitterrand, à son époque, même si je suis loin de toutes les partager, mettait des idées neuves. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait des rebelles, quoi. Ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'on a une politique dans laquelle tout le monde pense dans le cadre. Or, le cadre ne marche plus, il est peut-être temps de le réinventer. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de l'UMP en 2015? Ça a pour moi vraiment, mais strictement aucun rapport. Mais il y a un moment où il faudra que vous les portiez, ces idées. On voit bien que vous êtes assez isolé. Ce que je pense surtout, c'est qu'il y aura un moment où il faudra que notre famille politique tranche, et ce moment très important, c'est celui de la primaire de 2017. Et à ce moment-là, il faudra... ça, vous serez candidat? Non, c'est pas ma question pour l'instant. Ce qui est en revanche mon obsession... J'imagine bien quand même que vous l'avez un tout petit peu dans l'horizon. Vous vivez pas juste au jour le jour, Laurent Wauquiez. Bien sûr. Ce qui est mon horizon, c'est quoi? C'est que je ne veux pas que cette primaire soit juste un concours de beauté entre les profils d'ego de tel ou tel. Et que la droite puisse se poser un moment sur les valeurs qu'elle défend. Moi, j'ai des valeurs, des convictions que j'essaye de porter sur les classes moyennes, sur la différence entre le social et l'assistanat, sur la nécessité d'une exemplarité du politique. Être candidat? Pour moi, la seule chose que je regarderai, c'est est-ce que les idées auxquelles je crois sont portées ou non dans cette primaire. C'est pas trop tôt pour vous, 2017? Vous êtes jeune? Pour moi surtout, et vous avez raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour se prononcer sur cette question de 2017. Commençons d'abord par avoir des idées. Commençons d'abord par incarner des points. Vous posez quand même vos petits cailloux, Laurent Wauquiez. Enfin, je veux dire, vous le disiez tout à l'heure, vous disiez il va falloir à un moment qu'on prépare l'alternance, il va falloir qu'on soit prêt. Vous disiez François Hollande n'était pas prêt. Forcément, vous vous mettez aussi un tout petit peu dans cette peau-là. Ce que je refuse, c'est une droite qui reviendrait pour ne rien faire. Ça, je refuse ça et je me battrai contre ça. Et vous prendrez votre part? Et c'est mon obsession. On va parler justement encore de l'Europe, mais de l'Europe de manière aussi concrète sur l'industrie. C'est Edwige Chevrillon de BFM Business qui nous rejoint pour Question d'écho.